Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Lynn, coucou tout le monde. Bonjour Julie. Bonjour à vous tous, auditeurs et auditrices, ainsi que le groupe Focus qui contribue semaine après semaine et à cette émission. Avec des recherches. Oui, Oui, tout à merci fait. beaucoup tout le monde de votre participation, hein, même vous qui écoutez. Si même vous voulez liker notre émission, la partager, notre chaîne même, gênez-vous pas, ça fait plaisir toujours de participer en gang. Est-ce que tu as des retours, Julie? Quelques-uns, ça va être des retours rapides. J'aimerais. OK. J'en ai un autre à faire concernant Robin Williams et Christopher Reeves. Deux OK. invités qu'on a fait dans des émissions antérieures. J'ai eu la chance d'avoir un contact avec les deux en même temps. Et j'ai appris qu'ils avaient une relation amicale qui était très forte. Il y avait une grande reconnaissance et une admiration profonde entre les deux. Et ça me permet de voir aussi les nombreuses incarnations qu'ils ont eues ensemble où ils ont pu développer et approfondir cette relation-là qui était très particulière. Et ça me surprise même de ne pas avoir eu autant d'écho de leur amitié profonde. En d'autres mots, ce que j'ai cru comprendre, c'est comme s'ils se complémentaient à un certain niveau, c'est-à-dire que ils venaient d'un même milieu, ils ont passé dans le même parcours, mais il y avait deux forces différentes. Et dans les deux forces différentes, il y avait la concentration de Christopher Reeves à le rendre un peu introverti. Et il y avait aussi l'espèce de la force de Robin Williams de tout ouvrir et d'en être totalement extraverti. Et ils ont réussi à se compléter dans le genre d'une force, d'un dynamique entre ces deux âmes-là, entre ces deux êtres-là. Et là, je les ai captés ensemble dans l'autre côté, finalement, en énergie. Et j'ai assisté, ça a commencé très surprenamment, où Robin Williams et Christopher Reeves étaient dans une salle. J'étais à la même table qu'eux et il y avait comme un genre de poker, si on peut dire, avec des cigares, de l'alcool. Je ne sais pas si c'était du scotch ou du whisky, mais en tout cas, dans ces tanks-là. Et puis là, j'étais à la table avec eux et je voyais vraiment la force et l'équilibre qu'ils avaient à être ensemble. Et j'ai scanné dans la salle, il y avait certaines personnes que j'ai reconnues, dont René Angélil, mais j'ai pas ouvert la porte, puis je me suis pas approchée, j'ai juste vu quelque chose. Alors, je sais pas quel genre de rendez-vous que c'était, mais c'était beaucoup dans l'énergie du jaune, et il y avait beaucoup de gens qui ont passé là. Il y a au-dessus de 60 000 âmes qui ont participé pendant que on était en train de faire l'échange. Mais l'histoire se concentre sur mon attention où je l'ai placée au niveau de la table. Et là, Robin Williams a commencé avec la thématique des valeurs et il a libéré beaucoup de choses, entre autres au niveau de la violence chez l'homme. Ensuite, Christopher Reeves a travaillé le même retour, mais en fonction de l'énergie féminine. J'ai trouvé ça particulier qu'ils prennent la pôle là-dessus. Il y avait des formes de géométrie sacrée au niveau des cartes. Les cartes étaient d'un rose brillant blanc. J'ai trouvé ça spécial parce que c'est comme si ça commençait dans l'histoire dans une ambiance plutôt matière, mais il y avait quand même des grandes forces, dont en arrière du stage de la table où ce qu'on était, il y avait des gros améthysmes et tout ça. Donc, ça a été plus une philosophie, une rencontre philosophique, mais avec le divertissement et l'humour de Robin Williams, parce qu'il n'y en a pas lâché une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Pendant que Christopher disait presque rien, mais il transformait, puis il y avait quelque chose qui se bougeait au niveau de l'intérieur. Et il a réussi à enlever quelque chose qui le stoppait au niveau de son identité et de la reconnaissance de qui il était dans l'incarnation qu'il a vécue. Alors, il a été capable de sortir ça aussi. Et là, Robin Williams disait, ouais, ben là, il y a des secrets qui sont cachés, puis là,
Tu sais, c'était drôle de voir la complicité. J'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer. Mais en tout cas, on a réussi à régénérer certaines parties de l'homme qu'il était. Et ce que je peux te dire, c'est que Robin Williams avait beaucoup plus de roses à la fin de toutes les transformations dans lesquelles on est passé. Je dis pas que tout le monde dans la salle qui était là ont transformé. Comme je te dis, ça commençait avec une ambiance générale, tu sais, de poker, mais ça a vite changé de vitesse et de spin. Assez qu'au niveau de Christopher Reeves, ça l'a accentué des pulsations vibratoires qu'il portait pour l'amener à avoir plus confiance parce que il garde pas mal beaucoup de choses, puis il y a comme une armure d'introspection. Alors lui, ça a été plus là-dessus que ça a été optimisé, favorisé, toujours en lien avec les femmes. Donc, il y avait quelque chose à régler avec les femmes, puis il a porté aussi comme l'ambassadeur, comme étant l'ambassadeur de l'énergie féminine sacrée. Il y a quelque chose qui a réussi à l'émerveiller sans nécessairement qu'il soit porté au front par une communication, un vocabulaire. Donc, j'ai eu comme les deux extrêmes où Robin Williams sortait tout, puis l'autre, c'était juste son énergie. Alors, ce que je peux conclure, c'est que je les ai amenés finalement à ouvrir des espaces aussi avec la batte de Babe Ruth. Et Babe Ruth s'est joint à nous aussi et on s'est amusé à lancer des balles au-delà du champ. Là, c'était vraiment un champ, c'était pas un stage, c'était pas rien. Mais en tout cas, il y avait du cigare, il y avait vraiment une énergie. Fait que ça a été tempéré entre, OK, on évolue beaucoup. On enlève des gros morceaux. OK, on attend, c'est détente, c'est une vie normale où on est plutôt bien. Puis là, moindrement qu'il y a quelque chose qui lève à la conscience, pop, on pouvait y aller et continuer et persévérer. Et tout ça a été orchestré par Merlin, finalement. C'est ça qu'on s'est rendu compte au bout de l'histoire. Et il y a eu beaucoup de tempérament au niveau de l'osmose, de l'énergie de Christopher Reeves pour qu'il soit capable d'ouvrir à sa peur, de rigoler. Ça finit là au bout du compte. Puis c'est une grosse blessure d'humiliation, puis c'était une grosse poutre noire qui était tombée sur la tête dans cette humiliation-là précisément. Alors ça a été nettoyé, écarté de son plan de vie avec beaucoup de vie. Alors, ça a été un moment rigolo, puis ça m'a surprise parce que malgré l'instabilité du changement de décor, de vibration, de fréquence, d'endroit, de tout ce qui a pu bouger pendant le temps qu'on a avancé ensemble, il n'y a pas eu de fragilité de connexion. Fait que ça est resté quand même bien connecté, bien stable, le temps d'apporter les changements. J'en ai eu beaucoup à mes pieds. J'en ai eu dans ma colonne vertébrale, puis ça m'a fait grandir aussi. Et dans le grandiose, couplé à ma valeur de chercher quelque chose à partir de la noblesse du cœur, ben les deux souhaits aspirés m'ont amené à faire une rencontre très spéciale avec une personne grandiose qui m'a toute sorti de mes limites et de mes convenances. Alors, ça a été bon et en énergie et dans la matière. Alors, ça a été quelque chose de particulier que j'ai bien apprécié avec ces guides-là. Merci Julie pour le retour. Puis pendant que tu donnais un petit peu le retour, j'ai fait une recherche vite, vite, vite rapide pour les liens, s'il y avait le OK. lien. Donc, Bon. je me souviens pas si on en avait parlé lors de Non. l'émission de Robin parce que ça faisait plus longtemps, là. Christopher et Robin sont de très bons amis, étaient de très bons amis ici. Leur lien d'amitié a commencé en 1978. Euh, Christopher venait de décrocher le rôle de Superman et Robin il était un jeune comédien, mais encore qui n'était pas célèbre à ce moment-là. Puis il faisait bien rire Christopher, puis il y avait vraiment une belle connexion entre les deux. L'amitié, elle s'est toujours renforcée au cours des années, puis même après l'accident de cheval de Christopher, Robin il a tout le temps resté un bon soutien fidèle, puis il était tout le temps là pour son ami, puis il amenait tout le temps de la légèreté. Tu sais, on peut connaître un peu comment était Robin, surtout dans son rôle de Patch Adams. Donc, il était un peu comme ça. Puis, il y a une anecdote qui dit que justement, une journée, euh, Robin, il est venu le visiter déguisé en infirmière, justement, pour remonter le moral. Puis,
jouer avec son ami, là. Bon, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans. Je merci de m'avoir dit ça parce que ça me... Oups, il s'est passé quelque chose. Moi, ce que j'ai cru comprendre, OK, c'est que dans l'incarnation, Robin Williams avait payé les frais médicaux que l'assureur ne payait pas de Christopher Reeves. Et là, Oh, wow. c'est venu mettre une espèce de balance sur une espèce de karma où Christopher Reeves avait sorti Robin Williams d'un gros problème qui aurait été un point infernal dans son incarnation. Et ça l'a évité, en plus d'être jugé, comme s'il y avait eu comme une protection juridique aussi là-dessus, donc une protection de lumière. Et ça avait vraiment fait une grosse différence dans le cœur et dans l'âme de Robin Williams que son geste de l'aider dans cette incarnation-ci lui avait permis de rééquilibrer ça et qu'il y avait quand même un aura de reconnaissance et de gratitude et de protection comme un frère à un autre frère, où il y a une promesse là dans l'âme d'entraide et de sauveur en même temps, je sais pas trop, qui a été très fort et qui s'est magnétisé à ce niveau-là. Et fait que je sais pas dans le fond comment je suis arrivée avec autant de détails, puis, mais au moins quand j'ai vu que entre les deux, ils se propulsaient. C'était une énergie complémentaire qui amenait une force, une robustesse dans le cas de Christopher Reeves. Puis en même temps, Robin Williams avait vraiment comme une présence de briser tous les silences et de pousser tous les tabous. C'était un petit peu quelque chose qui venait de sa lignée maternelle, mais qui avait promis dans l'âme de Christopher Reeves d'aller jusque-là. Ça faisait partie de l'entraide dans la mission. Alors, j'ai trouvé ça particulier d'avoir été témoin de cette relation-là entre les deux parce que effectivement, ça nous a passé sous le radar. Oui, tout à fait. Peut-être que lorsqu'on a fait Christopher Reeves, on a énuméré rapidement qu'il a croisé le chemin de Robin Williams à un moment donné, mais c'est parce que ce que je comprenais, c'est que la scène a commencé, c'était dans une cuisine. Fait que c'est comme s'il revenait au temps de l'école où ce qui était ensemble, et là, tu sais, toute jeune, à faire un poker comme il appréciait de le faire dans ce temps-là. Puis à partir de là, ça a ouvert comme si leur partie de poker avait attiré plein de gens qui voulaient jouer au poker en même temps qu'eux autres. Puis là, à partir de là, ben, comme je vous dis, ça s'est concentré sur la table où ce qu'on était, mais qu'il y avait plein de monde qui avait répondu à l'appel, là. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que tu en avais d'autres? Oui, mais là, c'est un retour matière. C'est-à-dire que Netflix se vante présentement de 700 millions de dollars qu'ils injectent dans une série particulièrement ciblée avec Adam Sandler et Jim Carrey. Oui. Donc, ça va sortir en 2025. Alors, il a dit oui à ça. Hein? Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Fait que j'ai été voir en énergie de la dynamique entre les deux. Puis effectivement, c'est Adam Sandler qui a ouvert, puis qui a poussé le projet, puis qui a réussi à ce que ça se matérialise. C'est du Adam Sandler qui a mis tout son bon vouloir là-dessus. Puis quand je regardais Jim Carrey, je sais pas par quel miracle il a décidé à se dire oui, mais il était comme dans un genre de bulle où il était par rapport à son propre combat envers lui-même et qu'il y avait des grosses résistances de vouloir continuer, en tout cas de s'ouvrir pleinement à Adam Sandler. Il y avait comme des réserves qui faisaient en sorte que les deux sont pas au même niveau par rapport à la collaboration, à la participation dans ce travail-là. Fait que je sais pas si Jim Carrey a un problème avec d'habiter pleinement ou d'être dans son espace. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas réussi à ouvrir encore. Fait que c'est pas sale. C'est couvert, mais c'est invisible, transparent. Puis c'est robuste un peu. Fait que c'est un genre de protection qui fait en sorte qu'en étant dans sa bulle, ben, je sais pas là, avec quel résultat qui va arriver avec ce genre d'énergie-là. J'ai essayé de voir si je pouvais l'aider un peu. Il sauve, mais pas tant. Mais au moins, ça m'a rassurée parce que je vois qu'il y a des courants violets qui sont avec. Fait que ça reflète un peu sur sa bulle de protection invisible.
Puis je dis c'est une bulle de protection, mais je dirais plus c'est un mécanisme de défense ou c'est quelque chose qui l'englobe totalement dans son énergie dans sa vie parce qu'il n'a pas réussi à sortir de là. Moi, c'est quelque chose que je vois qui est plutôt limitatif et contraint. C'est une partie exprimée de sa réserve et de qui il est. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir quel résultat ça va donner, mais j'ai souhaite de s'ouvrir plus pour que ça soit plus égal mais je le vois à long terme un peu, là, quand que ça va faire 3 saisons, si le truc prend vraiment puis il va jusqu'au bout, il va gagner en vitesse et en être à l'aise. Au niveau de la 3e saison, son énergie elle va être beaucoup plus haute, puis il n'y aura plus besoin de sa protection en attendant. Fait que je voulais juste vous dire, j'ai vu ça comme nouvelle, puis j'ai regardé en arrière, c'est ce que j'ai vu Ben, aussi en arrière. ouais, merci Julie pour ce petit tuyau-là. Toi, as-tu des retours? Ouais, j'en ai deux. C'est concernant la dernière émission que vous avez faite, Benoît et toi, de Meg Ryan et Tom Hanks. Donc, auditeurs, auditrices, là, si vous ne l'avez pas écoutée, je vous la recommande. C'est vraiment intéressant. Pour Meg Ryan, tu sais, on avait parlé un petit peu que elle était très populaire dans les années 90, puis après ça, il y a eu un déclin en 2000. J'ai fait une petite recherche pour voir c'est quoi un peu qui avait causé ça un peu plus en détail. Puis, dans les années 90, on la surnommait la petite amie de l'Amérique. Tu sais, avec ses rôles romantiques et tout. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont diminué sa carrière. C'est l'évolution du goût du public. Dans les années 90, là, il y avait beaucoup, beaucoup de films romantiques. En l'an 2000, c'est comme si la tendance, c'était moins populaire. Là. Les gens s'en allaient plus vers des films d'action et tout. Il y a des choix de rôle qu'elle a pris, puis que on n'était pas habitué de l'avoir dans un certain rôle de même. Est-ce que c'est ça qui a tenté aussi ce qui a diminué sa popularité? Puis un autre fait vraiment intéressant, c'est que sa vie personnelle, elle a été très, très, très médiatisée. Puis, elle était mariée avec Dennis Quaid. Puis lorsqu'elle a fait le film Preuve de vie avec Russell Crowe, son couple, elle disait que c'était déjà fini, mais elle était toujours mariée, mais selon elle, c'était fini et tout. Puis, il y a eu une bonne chimie avec Russell Crowe, puis on en avait parlé lorsque on avait fait lorsqu'on a fait Russell Crowe. Puis, il y a eu une chimie qui se sont installées et il y a eu une petite idylle qui a commencé puis que ça a duré moins d'un an. Fait, étant donné que sa vie a été beaucoup, beaucoup médiatisée, les gens n'ont pas apprécié ça non plus. Ensuite de ça n'a pas duré longtemps. Puis, elle était séparée. Elle a fréquenté à plusieurs reprises à différents moments, le chanteur John Mellencamp. Puis aussi, ça, c'était vraiment médiatisé, puis c'était beaucoup de la presse négative. Fait qu'on dirait que c'est ça aussi qui a pas aidé non plus. Elle a fait un retour en 2023. J'ai pas vu le film. Je sais pas toi, Julie, si tu l'as vu. C'est What Happens Later. Puis c'est une comédie romantique qu'elle a réalisée et qu'elle joue également. Fait que là, moi, je l'ai mis sur ma liste des films à voir. Fait que, Ben, tu me diras où tu l'as trouvé. ouais. Ouais. Fait que c'était ça un petit peu mon retour, Julie, pour le déclin un peu de Meg, là. Merci. Ouais. Ensuite de ça, je voulais euh, revenir sur les Tom Hanks. Comme on sait, là, les incendies dévastateurs qui ont frappé le quartier Pacific Palisades à Los Angeles au début du mois de janvier, il y a plusieurs résidences qui ont été endommagées puis des pertes totales. Puis, la maison de Tom Hanks, elle a résisté. Malgré que sur la falaise où ce qui est la maison en hauteur de lui et ses voisins d'à côté, tout est brûlé. Puis sur son terrain, sur son toit, on peut voir des photos, puis il n'y a même pas eu des débris qui ont arrivé. Puis pourtant, entre ses voisins et lui, il y a des arbres. Puis les arbres sur son terrain sont restés intacts, Julie. Donc, c'est quand même bizarre quand tu vois que tes voisins
toute ta communauté, ils n'ont pas eu cette chance-là. Est-ce que ça peut s'expliquer? Ben, c'est sûr que tu regardes ça d'un bout, là, puis tu vois qu'il y a une espèce d'intervention divine, là. Maintenant, j'ai pas la validation ou quoi que ce soit si c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais quand tu as commencé ton histoire, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au niveau de la présence de Tom Hanks qui est supérieur, qui a un niveau de foi qui est très élevé. Puis s'il a placé dans son intention, puis il a prié pour sauver sa maison, ça me surprendrait pas que ça se soit bien placé, bien manifesté. Mais il faudrait que je médite plus en profondeur là-dessus pour valider à quelque chose, là. Mais en tout cas, tout semble justement manifester une intervention divine quelconque dans la matière. OK, parfait. Ben merci, ça complète mes retours pour moi. Ouais, on peut faire un retour du retour parce que on a eu un choix déchirant à faire parce qu'on voulait faire avec Goldie Hawn, les trois femmes ensemble. Mais l'année passée, on a fait un spécial Fête des mères avec Goldie Hawn, c'est sa fille, Kate Hudson. Et on s'est dit, bon, ben, on va remettre à plus tard les deux autres parce que je les ai beaucoup aimés dans le film de First Ex-Wife Club, le club des ex, en tout cas, qui l'ont traduit en français, où c'est trois femmes qui se font divorcer par des hommes qui vont avec des femmes plus jeunes. Et les trois ont une performance extraordinaire. Et puis, bon, j'aime beaucoup ce film. Alors, on voulait les mettre les trois. Bon, fait qu'on les met les deux. Puis là, on va tout dire, on pourrait mettre Suzanne Sarandon avec. Oui, effectivement, c'est le même genre de génération, là. Ça aurait pu très bien fonctionner. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont une chanson à la fin du film qu'ils chantent toutes les trois. Et on l'avait mis dans la partie justement avec Goldie Hawn. Alors, j'ai pas pu vous mettre la scène finale de ce film-là où les trois chantent ensemble, mais vous pouvez le trouver facilement sur YouTube ou ben dans notre playlist de l'émission de la Fête des Mères de l'année passée. Oui, tout à fait. Donc, Bette Midler et Diane Keaton. Euh, le choix aussi, c'est pour la fête internationale de la femme, hein. On a choisi deux femmes très représentatives là, d'Hollywood qui ont, avec le temps, là, gardé une belle carrière malgré qu'ils sont là depuis longtemps. Et ils ont tous les deux le même âge. Oui, ça c'est Ouais. intéressant. Quel Euh, âge ont-elles? quel âge tu leur donnes, Julie? Écoute, j'ai aucune idée. 77 ans? OK, t'es proche. 79. OK. Bon. Ouais, ouais, ouais. Beth, elle va peut-être l'avoir à la fin de 2025, là, mais en 2025, les deux ont 79 ans. Ouais, c'est drôle que tu parles ça parce que quand tu as dit que Beth, elle a un film qui sort en 2025, hein, j'ai eu le oui-dire qu'elle allait être dans Sister Act 3, Rock'n'Roll 3 Oui. avec Whoopi Goldberg, fait qu'on va la voir. Elle a sorti une série aussi sur Netflix qui s'appelle Le Politicien, elle est dans la saison 2, c'est très bon. Mais OK. écoute, Ben Midler, c'est une âme jaune, puis il y a beaucoup de mauve là-dessus, fait que je vois en elle une âme sœur. Et Diane Keaton, tant qu'à briser le lien tout de suite, là, la glace, je veux dire, elle est d'une âme verte. Alors voici la couleur de nos invités de la semaine. Ah, c'est intéressant, Julie. Oui. Donc, je propose d'écouter la première trame sonore choisie pour Bette Midler et qui est The Rose. C'est tiré du vidéo original de 1979. Je crois que c'est sa plus grande chanson. Me Ouais, semble, c'est son plus grand succès, fait que je pouvais comme pas le mettre. non. Puis, j'ai regardé un petit peu une petite biographie de Bette Midler pour ma préparation, puis elle était très, très, très contente d'avoir pu interpréter cette chanson-là, puis qui l'a suivie, puis les mots, elle disait que c'était vraiment proche d'elle, puis elle avait eu souvent des bons commentaires. Les gens, ils lui disaient beaucoup par rapport. Ils l'ont vraiment identifié à cette chanson-là. Moi, je suis intéressée à savoir à quel âge qu'elle a débuté sa carrière. Parle-nous un peu de son début de vie. Oui. Elle a fait, ça m'a vraiment impressionné. Elle a sorti 14 albums, Julie, dans sa Oui. carrière.
à côté de sa carrière parallèle de Broadway puis de Hollywood et tout, là, il y a eu 14 albums, là. Ça, je vais t'avouer, sur YouTube, il y a presque pas de traces parce qu'il y avait 6-7 chansons de elle. J'ai pas eu accès à ces 14 albums du tout sur YouTube. Fait qu'ils sont pas nécessairement tous accessibles, mais merci de l'information, j'en suis fort surprise. Puis pourtant, quand tu l'entends chanter, je dis, écoutez, moi, les 6-7 tonnes sur YouTube, là, puis c'est pas une grande chanteuse. Il y a même des fois où oh, j'avais de la misère à vouloir aimer, même si je l'aime beaucoup, là, comme âme, comme être, comme artiste. Comme chanteuse, j'ai pas vraiment accroché. Non, non, c'est ça, hein. Beth, elle a passé son enfance et elle est née à Honolulu, à Hawaï. Ah, je Sa, savais pas ça non plus. non, hein? Sa famille appartenait à la petite communauté juive parmi une très grande majorité d'habitants d'origine asiatique. Son prénom, Beth, et elle l'écrit Bette, hein, c'est vraiment différent la façon qu'elle l'écrit, là. Lui vient de sa mère. Elle est une grande cinéphile, puis c'était à l'hommage à Bette Davis, qui était une actrice d'Hollywood de l'époque. Puis, jusqu'à l'âge de 13 ans, elle a eu il était interdit de regarder la télévision à la maison et elle a eu une éducation qui était très stricte. Puis, ses débuts, ça a commencé vers 65, vers 1965. Elle s'est rendue à New York, puis elle a utilisé l'argent qu'elle avait gagné pour avoir participé à un film à Hawaï. Puis, après ça, elle a pu jouer dans la pièce de théâtre Miss Nefertiti, ensuite Regret and Cinderella Revisit. Fait que sa carrière, elle a vraiment commencé à New York dans le théâtre. Ensuite, de 1971 à 1978, il y a eu son premier album. Au début des années 70, elle est engagée pour jouer toujours à New York dans un sauna de la ville de la musique. Puis, à cette époque-là, elle a eu le titre, on l'évoquait sous le titre de Divine Miss M. Ça l'a continué au long de sa carrière. Ensuite de ça, elle a continué de se produire dans des clubs, dans des cafétérias. Puis, en 72, elle a signé un contrat avec Atlantic Records. Puis, en novembre, elle a fait son album de Divine Miss M. Euh, Puis, elle a eu un bon succès avec lui. Il s'est ici à la 9e place du Billboard 200, des disques les plus vendus et récompensés. Puis, elle a eu un disque platine pour ça. Fait que elle a vraiment commencé beaucoup avec la musique, Julie. Quand tu parlais, à un moment donné, je l'ai vu aussi qu'elle avait la danse de la claquette. Fait qu'elle a fait ça sur scène, là. C'est juste plate que j'ai pas eu de traces parce que je l'aurais mis dans la trame sonore, ça c'est certain. Elle a de nombreuses habiletés, ça aussi, c'est évident. Oui, tout à fait. En 74, elle a reçu un prix, le Tony Award, pour sa participation à Broadway au spectacle Clam on the Half Shelf Review. Puis en 76, c'est le programme de télévision de Bette Midler Show sur la chaîne HBO. Puis ensuite de ça, en 77, le Bette Midler Whole Red Hair is Back à NBC. Fait que là, on a commencé à l'avoir plus à la télévision. Ouais. Puis elle a reçu des awards de ça. Euh, Parallèlement, elle a incarné le rôle de Woody dans la série télévisée Vegetable Soup en 75 jusqu'à 78. Puis elle a participé aussi à des programmes tels que The Sonny and Cher Comedy Hours, Saturday Night Live. Puis de 75 à 77, elle a eu une histoire d'amour avec le chanteur Tom Waits. Ça n'a pas marché, lui. Hein. Il y avait, c'est une arme verte, fait que déjà là, c'est pas très compatible. Puis je pense qu'il y avait un problème de cocaïne parce que c'est le noir que ça portait sur le cou, puis ça a brisé. Ah, OK. J'ai pas d'informations sur ses parents. Euh, elle a eu deux sœurs et un frère. C'est tout ce que je sais de sa famille. Ensuite, son conjoint, Martin von Hasselberg,
Depuis 1984 jusqu'à maintenant, elle est avec lui. L'énergie orangée est plus conciliante, est plus facile, puis elle le tient proche d'elle. Fait que ça. Moi, ce que j'écoute, si je peux retourner ça de bord, là, Bette Midler, elle a un très gros avantage, OK? Elle a su, par sa joie de vivre, par les forces de son âme jaune, cultiver une extraordinaire lumière radieuse. Elle est étincelante. C'est une de nos invitées qui a un très haut vibratoire, un très haut niveau de concentration, d'âme qui habite le corps. Puis en même temps, elle est très très proche de ses émotions, dans le sens que quand elle a de la peine, elle a véritablement de la peine, mais elle a quelque chose qui la pousse à régler les situations, à régler les problèmes. C'est une fonceuse. Puis si je vois la qualité première au niveau de son cœur, OK, que son âme, ou ce qu'on voit en premier, c'est le courage. Elle a la détermination, pas très loin, qui vient après. Puis elle a eu une confiance très forte depuis qu'elle était jeune fille. Donc, c'est cette teneur-là, ça a un lien, un cadeau de sa mère qui l'a amené à être proche de ses sentiments, de ce qu'elle veut, de faire confiance, de suivre sa gloire, de suivre son chemin, de la construire à son goût. Et puis, c'est par les voies du courage qu'elle y est arrivée. Maintenant, elle a une faiblesse au niveau de l'injustice. C'est quelque chose qui la ferme là, très, très, très rapidement. Elle est hyper sensible, alors tu vois qu'elle a un ADN angélique. Et puis, ça lui permet aussi d'avoir une faculté au niveau des visions. Moi, je vois que son jaune passe au niveau de sa gorge, passe au niveau de son troisième œil. Ce qui veut dire qu'elle est très près de ses émotions, de ce contact, et elle n'a pas peur de dire les choses. Alors, elle a souvent des rôles qui sont directs, qui sont vrais, qui ont de l'aplomb, mais elle est comme ça. Elle est mignonnement, parfaitement qui elle est et s'assume pleinement, autant au niveau de son corps, autant au niveau de ses valeurs, autant au niveau de sa personnalité, si on peut dire. Et elle a l'ouverture du show must go on. Ça, c'est quelque chose qu'elle doit se dire souvent parce que c'est ça que j'ai entendu. Et puis, elle est libre. Et ce qui la distingue des autres âmes jaunes, c'est vraiment l'anneau violet, la teinte, l'apport, la contribution de cette famille d'âmes-là qui l'amène auprès des mauves à transformer au fur et à mesure ce qui se passe, ses fardeaux sur elle. Donc, elle a tout le temps la possibilité de contribuer à sa chance puis d'amener plus de lumière. Ça a suivi son trajet de victoire dans son incarnation. Elle a toujours été comme ça. Elle était toujours capable de voir plus loin. Et puis aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la discrétion, donc oui, elle est capable de parler, de dire ce quelque chose, mais en même temps, elle est capable de bien le tenir, puis de le tenir quand c'est parfait pour éviter justement que ça éclabousse, alors qu'il y a un très grand don de la diplomatie en arrière. Et le sentiment de faire confiance aux femmes fait partie de sa mission d'âme. Alors, elle est venue justement pour prouver qu'on pouvait avoir confiance, on pourrait faire confiance aux femmes. Et en étant une très bonne porteuse de lumière telle qu'elle est, elle a su très bien démontrer que son service de son rayonnement a pu la distinguer et puis pas juste au niveau de l'artiste de la carrière, mais au niveau de la femme dans son incarnation. Alors, c'est une progressiste. Elle est beaucoup à suivre son intuition, puis elle a un jugement aussi qui est quand même assez très raffiné. Et puis, elle a vraiment eu le courage d'embrasser son destin, puis de le serrer bien à côté d'elle et de marcher honoré, de pouvoir faire tout ce que bon lui semble. Ce que je vois, c'est qu'elle a eu peut-être un tiers de tempérament où ce qu'elle s'est breakée, celle a de l'hésitation un peu au niveau de sa grand-mère. Il y en a dans sa lignée personnelle, génétique, si on peut dire. Mais en gros, à la question, t'as rien chez ses parents, mais elle est très reconnaissante de ce que sa mère lui a apporté, de sa grand-mère aussi. Puis sa grand-mère voyait aussi que c'était une petite fille qui allait aller loin, puis qui avait de la vision. Fait que ça a été très déterminé jeune, très tôt, parce que étant bébé, elle a eu beaucoup de belles prières des femmes de sa lignée.
qui lui ont déposé un petit rose un petit peu dans l'aura, puis elle l'a transmis aussi. Ça, je le vois, il y en a, en tout cas, quand elle fatigue, elle utilise cette technique-là pour se remonter, se réénergiser. Puis, elle aime prendre son temps, mais c'est une personne qui est capable de saisir aussi les opportunités qu'elle a besoin de prendre. Elle les approuve même des fois très rapidement, même si au niveau de son gérant, de sa gérance, on dit attends un peu, prends le temps ou fais-le différemment. Elle a un système de réflexe qui peut être déconcertant. C'est pas toujours qu'il va suivre une certaine logique. Mais elle est capable de dire non, même si c'est des fois, c'est difficile parce que ça ne lui correspond pas. Elle est capable de le voir, puis elle est capable de pas ouvrir là-dessus. Fait qu'elle s'en va pas dans n'importe quel défi comme ça pour impressionner ou quoi que ce soit. Elle a un fond très modeste au niveau de son âme où elle veut juste être et briller puis faire ce qu'elle aime. Puis ça, c'est un gros bravo parce que pour arriver à cette authenticité-là dans ce monde-là, on voit que la sagesse et la tempérance ont fait son chemin parce que ça a modulé son caractère en cours de route. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore choisie qui est Bette Midler, Boogie Woogie Boogle Boy. Ouais, ben, tu parlais beaucoup de ces années 70 à ce C'est ça. moment-là. Puis il n'y a pas de claquette là-dessus, mais au moins il y a une petite chorégraphie un peu de type disco. Fait que je me suis dit, bon, ça va faire changement des chansons à l'eau de rose un peu. Fait que c'était pour venir contrebalancer un petit peu ses talents. Oui, exactement. Euh, dans les années 2000, elle a joué dans trois films, mais ça n'a pas été des grands succès, là. Il y a eu des échecs un petit peu là-dedans. Mais elle a joué dans What Woman Wants aux côtés de Mel Gibson et Ellen Hunt. Ensuite, elle a joué Isn't She's Great avec... puis elle a joué aussi le film Drowning Noma avec Danny DeVito, Neve Campbell puis Jamie Lee Curtis. Hey, j'ai vu beaucoup le film What Woman Want, puis je la vois pas Bette Midler dans ce film-là. Il y a une erreur dans l'information, là. C'est peut-être Ah l'intelligence ouais? artificielle qui a sorti Ah, ça parce qu'elle joue pas en tout là-dedans. non, ben c'est Cela ça. dit, mon film préféré d'elle ne date pas des années 2000, date des années 1997. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai vraiment eu un C'est coup de quoi cœur ça? pour ce film-là. Ça s'appelle en anglais That Old Feeling. Mais sinon, on l'a aussi en français, Quand l'amour renaît, version traduite au Québec. Puis c'est ça l'amour avec la version française. Mais en tout Ah, cas, quand l'amour renaît, c'est le fun parce que c'est deux ex qui se chicanent à fond tout le temps. Puis là, ben, c'est les fiançailles de la fille. Ils sont obligés d'être dans la même pièce. Puis là, la fille, elle sait plus où se mettre parce que les parents chicanent en public. Puis là, c'est terrible. Puis là, c'est tellement terrible, intense que finalement, les parents s'enfuient puis laissent la mariée là. Puis là, ça vire en lune de miel. Puis là, ben, oh. la fiancée qui était supposée de se marier avec un élu X, finalement, peut voir la poursuite de ses parents avec un paparazzi. Puis finalement, ben, ça se développe avec le paparazzi. Fait que ça vient juste, tu sais, à entreprendre un choix parfait où ce que tu vas être serré dans un mode de vie où ce que c'est trop sérieux, tu manques d'air versus quelque chose de peut-être moins prestigieux, mais au moins que tu as la capacité d'être. Fait que c'est une belle Mhm. comédie de parents qui se chicanent un peu. OK, non, je me rappelle pas de l'avoir vu. Euh, j'ai écouté cette semaine, elle a sorti un film en 2024. On peut le voir sur les plateformes. Celui-là, il est sur Prime. Puis ça s'appelle Fabulous Four. Ah, Puis elle joue avec justement Susan Sarandon, puis deux autres artistes. Puis c'est un groupe de quatre qui étaient quatre amis. Puis après ça, il y a eu comme un froid entre deux. Puis Bette Midler, elle joue comme qu'elle a perdu son mari, elle va se remarier. Donc, ils veulent refaire une réunion. Donc, ils refont une réunion les quatre ensemble, incluant elle qui a eu un petit frais pour régler leurs différences et tout. Fait que c'est un beau petit, une belle petite comédie, là. OK, ben merci, j'irai Ouais. voir. Ouais, ça a sorti vraiment en 2024. Euh, toujours dans les années 2000, l'émission Beth a connu un très, très, très bon succès
au début. Elle a reçu des invités comme Oprah Winfrey, Dolly Parton, Danny DeVito, Brenda Song, Olivia Newton-John, Lindsay Lohan et John Lovitz. Puis, ça a connu un très bon succès. Puis, au fil du temps, ben, il y a eu de moins en moins de téléspectateurs. Puis après ça, l'émission a été enlevée. Mais quand même, le programme, là, son émission lui a quand même fait des nominations au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice de série télévisée comédie. Donc, Julie, je te propose d'écouter la troisième trame sonore de Beth qui est Do You Wanna Dance? Ouais, ben c'est plus moderne un peu, là. Ça Ouais, doit être dans la fin de ses derniers CD. ouais, tout à fait. Tantôt, j'avais dit 14 albums. 14 albums et 30 millions de ventes, quand même, Ah, hein? elle a Ouais, été aimée, c'est le fun. ouais, ouais, tout à fait. Euh, ça, elle a une fortune estimée à 250 millions, Julie. Fait que oui, OK. elle a été très aimée, elle a eu des très beaux succès. Mais sa plus belle réalisation, euh, je crois qu'elle est allée la chercher à New York dans son accomplissement parce elle a fondé, je vais vous donner le nom, euh, elle a parti une fondation ça s'appelle New York Restoration Project. Puis, lorsqu'elle a déménagé à New York, elle a été vraiment déçue de voir comment était New York. Là, quand elle a déménagé là, on s'entend, c'est là 25 ans. Pour une fille qui arrive de Hawaï, qui a grandi avec des beaux espaces verts dans la nature, elle arrive à New York, puis de voir les parcs, l'état des parcs, les jardins euh, qui étaient comme en piètre état, ça l'a mis vraiment à l'envers, puis elle a dit, j'avais de la misère à dormir quand je suis arrivée à New York. Donc, elle a fondé son projet pour la restauration. Puis, il est encore à l'œuvre après 25 ans. Puis, ses réalisations avec cette fondation-là, elle a pu maintenir, comme entretenir 52 jardins. Il les prenait dans l'état qui était, puis il faisait des aménagements pour les améliorer. Et après, il les redonne à la communauté pour que eux puissent continuer à le faire évoluer puis à l'entretenir. Ensuite de ça, il y a eu la construction de 300 espaces verts dans les écoles à travers la ville de New York, puis 80 arcs de Parkland qui ont été plus aménagés là, avec des espaces verts. Puis, elle dit que c'est sa plus belle réalisation, puis qu'est-ce qu'elle est le plus fière, c'est d'avoir mis les espaces verts, puis d'avoir redonné ça à New York. Je ne sais pas si toi, tu sens cette énergie-là, Julie. Oui, ben en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a fait d'abord et avant tout pour les enfants. Ça, c'était dans ses motivations très forte, très proche de son cœur, de son âme, que les enfants, ils jouent dans des endroits où ce que c'est défraîchi. Oui, Pour utiliser ce mot-là. Fait que ça a été très le fun de voir qu'elle a pu réussir à souder la communauté puis à embellir la ville de New York parce qu'effectivement, New York a eu ses grands défis au cours des dernières décennies. Donc, entre autres, de pouvoir embellir pour avoir plus de paix aussi. Donc, ça fait partie de son jaune avec le mauve qu'elle porte très bien. C'est super génial ce qu'elle a pu faire pour la communauté. Puis c'est beaucoup de parcs, là, en 25 ans. oui, C'est oui, clair que tout ça à fait une fait. grosse différence, un à Oui, la fois. Puis là, les enfants, ils reviennent, le monde, ils reviennent. Puis là, tu as l'entraide avec la communauté. Écoute, je peux comprendre. oui, tout à fait. Donc, elle le dit, c'est sa plus belle réalisation, qu'elle est le plus fière de ça. Ouais. J'ai mentionné qu'elle était avec un conjoint depuis 1984, qu'elle est toujours avec le même. Et de cette union,
il y a eu une fille, puis elle est comédienne aussi. Sa fille, elle est née en 86. OK. Super. Ben, sa fille, je l'avais vue en énergie, puis je n'en avais pas vu d'autres autour. Fait que là, tu me confirmes qu'il y avait juste une. Bon, c'est bien. Oui, tout à fait. Puis je crois, j'ai pas été voir le générique à la fin du film, mais le film que j'ai regardé qui a été fait en 2024, je crois que vers la fin, justement, dans le film, elle se marie, puis sa fille est là, et je crois que c'est sa propre fille, là, comme, tu sais, elle lui ressemblait beaucoup, puis je serais pas surprise de voir que c'est sa fille qui a incarné le rôle de sa fille dans le film également. Ouais, mais regarde bien, là, elle est rendue à presque 80 ans. Elle est super jeune, super dynamique, super en forme encore. Elle pète l'écran, elle paraît pas Non. du tout. Elle a une force, ça vient de la détermination qu'elle porte également. Alors, à partir de ce moment-là, tu sais, quand t'as rendu à 80, là, c'est le temps de transmettre à la relève, c'est le temps de prendre son dauphin puis de l'amener justement à ce que ça soit plus facile, tu sais, de donner au suivant à la génération suivante également. Fait que ça fait partie de ces belles valeurs qui alimentent la lumière de qui elle est. C'est aussi simple que ça. Puis tant mieux parce que elle va réussir encore. J'ai été juste d'ici 10 ans là, j'ai accéléré là. Puis c'est 80 ans, c'est 80, le 80 à 89, ça va être d'un beau mauve. À 90, elle est toute rose. Puis elle a écrit quelque chose. Fait que d'après moi, c'est ça qui se passe dans sa prochaine décennie. Elle va écrire quelque chose d'important ou probablement qui va résumer tout ce qu'elle lègue, mais elle a un projet qui s'en vient, fait que c'est pas quelqu'un qui va arrêter subitement. Puis je regarde, elle a peut-être une petite faiblesse au niveau de son cœur physique, mais je crois que c'est sous contrôle médical. Puis je crois aussi que elle a une petite peur de mourir en dormant. Elle a une petite distorsion justement quand elle se couche. Fait que ça, c'est un mauve qui est sale. Fait qu'elle a besoin juste de l'éliminer. Puis j'y mets tout de suite une intention là-dessus, là, qu'elle puisse nettoyer cette crainte-là, de se coucher puis de plus jamais se lever. Oui, tout à fait. Puis, je suis vraiment contente, tu sais, on en a parlé, mais le film Sister Act 3, là, ça serait vraiment une belle continuité, là. J'aimerais vraiment le voir. Puis, j'étais très contente de l'avoir, là, le film cette semaine, je vous le recommande. Puis, de l'avoir encore plus. Elle fait pas son âge à l'écran, là. Elle a de l'énergie, là, puis c'est vraiment bien de l'avoir. Fait que je trouve que c'est une artiste qui vieillit bien dans tous les sens, là. Tout comme notre prochaine invité, là, comme, ouais. Oui, oui, tout à fait. En passant, la série qu'a fait Le Politicien, moi, j'ai Ouais, beaucoup aimé Judith Light dans Who's the Boss avec Tony Danza. Et elle joue la politicienne. Et puis, Bette Midler, c'est celle qui a aidé la politicienne pendant toute son année, son parcours. Fait que tu vois la drive, tu vois toute la gestion en arrière de son attaché de cabinet finalement, qui est prête à faire des coups bas et etc. Fait que ça tente, là. Tu vois qui aime la politique, mon ami, on a ça en hey, commun. ouais, Que ben, t'aimerais bien. je vais le mettre à ma liste également. Ouais, Ouais. avec la saison 2, dans la saison 1, ça se passe plus quelqu'un qui va être qui se prépare à être président des États-Unis dans sa vie, là, mais là, il essaie de gagner les élections à l'école. Fait que la saison 2, ben là, il arrive comme au-delà de l'école. OK, très intéressant. Donc, moi, ça complète ce que j'ai. Le seul dernier petit détail que je peux rajouter, 5 pieds 1. Ah oui, ben Ouais, écoute, elle a gagné parce que là, ça va jouer dans sa prochaine incarnation entre 5 pieds 3, 5 pieds 4, 5 pieds 4 bien allumé. Fait qu'elle a OK, réussi à gagner des 2-3 pouces. OK. Ah ben, c'est intéressant. Merci, Julie. Donc, allons-y avec notre deuxième invité, Diane Keaton. Donc, la première trame sonore choisie, en fait, c'est une chanson de Noël, First Christmas. Oui, c'est elle qui chante. J'étais Incroyable! surprise. Elle a Oui. tellement une belle voix, là, ça m'a surprise. Donc, grâce à nos trames sonores de notre émission, on peut en apprendre plus sur nos vedettes. Donc, Oui, très, très belle chanson qu'on une vous belle invite. voix féminine, très délicate. Oui, tout à fait.
Elle a un fond jaune, mais c'est pas l'énergie qui est dominante quand tu la regardes. Son vert, c'est comme s'il prend le dessus, puis elle a réussi à trouver son bonheur dans le vert. Mais écoute, autant que c'était le courage qui se dégageait de Beth, autant que elle, c'est la force. Puis, tu vois, avec le temps, là, je regarde là où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, puis tu vois que il y a comme le contact et la part des rayons blancs qui l'ont amenée à s'amuser, à avoir plus de fun, à aller chercher plus de souplesse parce qu'elle était plutôt rigide quand elle était dans la vingtaine, etc. On voyait comme plus de jaune à cette époque-là. Mais je ne sais pas si c'est la tristesse ou quoi que ce soit, elle a réussi à se servir un peu des jaunes pour aller développer son pouvoir à l'autonomie. Mais c'est carrément le vert qui a fait en sorte qu'elle a pu développer ce talent-là et ces aptitudes-là pour aller beaucoup plus loin. Donc, elle prend soin d'elle, est à l'écoute de ses rêves. C'est une femme très cartésienne. Ça en est même très surprenant, mais en même temps, elle est capable de se faire confiance, elle est capable de miser là où son intuition l'amène. Fait qu'elle a quand même, elle est bien orientée par sa présence, par sa divinité, et ça coule à fond. Il y a tellement de ressources et d'énergie blanc qui penchent chez elle. C'est ce qui a probablement amené une autonomie encore plus prononcée, encore plus forte. Puis je te dirais, dans les femmes là qu'on a parlé aujourd'hui là avec Goldie Hawn puis Bette Midler, elle là, c'est comme sa force l'amène à aller chercher 3 fois plus de pouvoir. Fait que si tu prends les fortunes des deux autres puis tu mets celle de Diane Keaton, surtout depuis les 40 dernières années, c'est là où ce qu'elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule beaucoup plus que quand elle était jeune. Elle a réussi à développer une demande pour le rôle de femme âgée, ce qui a façonné et transformé l'industrie. Ça, on lui doit à elle, puis elle a du courage, évidemment. C'est pas juste la force ben, c'est la force qui la domine en premier, mais le courage rentre dans la troisième médaille de ses valeurs, là, si on peut dire. Donc, c'est quelqu'un de très équitable, de très juste, puis elle règle ça vraiment pour faire le moins de dettes possible. Et ça, c'est pas juste au niveau de ses finances. Je te dirais qu'elle a aussi quand même la capacité de régler des belles relations d'affaires, de mettre ça simple, de mettre ça clair et d'arriver à développer un profit là-dedans, autant au niveau des qualités humaines que financières. Fait que, il y a quelque chose qu'elle a comme saisi qui fait en sorte que c'est elle qui est le plus en demande quand il y a un rôle pour une industrie d'une femme plus âgée. Puis, évidemment, elle a pu réussir à transformer la philosophie et même devenir un modèle humblement parce que elle est quand même très focusée à protéger comme sa carrière, mais sa vie publique et sa vie privée aussi. Mais je vais te dire, ben franchement, c'est une détermination avec une très grande énergie masculine. Si tu regardes, là, elle est comme Feluette, elle est très femme, là, mais sa force, le pouvoir de son autonomie, il n'y a aucun homme qui a réussi à y faire des leçons ou des cours dans la vie par rapport à cette énergie masculine-là, parce qu'elle a été capable de la mettre en sa faveur et à bien s'en servir que même au niveau politique, elle est capable de ramener justement des arguments de fond qui sont profonds aussi, puis qui ont beaucoup de sens. Il y a quelque chose qui se reflète, une vérité, une sagesse qu'elle démontre pas nécessairement fortement là, à grand déploiement, mais quand même, je suis sûre qu'avec tout l'ordre qu'il y a, euh, ça doit se manifester au niveau de ces entreprises. Puis, je vais pousser plus loin parce que moi, je reconnais en elle son autonomie qui est assez très inspirant, mais elle n'a pas besoin, elle a le courage nécessaire pour ne pas avoir le besoin d'avoir un homme qui la juge, qui est jaloux, qui a ralenti, qui veut la dominer, qui veut la contrôler. Elle a vraiment comme une indépendance amoureuse et affective parce qu'elle s'est choisie et a mis sa carrière avant tout autre homme, entre autres. Et puis, elle préfère cultiver les espaces de bonheur.
Donc, elle va se servir à la carte, à la miette, pour aller chercher des ingrédients qui vont correspondre à son bonheur du moment présent sans nécessairement pousser et avancer à aller plus loin dans une relation où que ça va finir à ce que l'autre va vouloir la diriger ou contrôler ou manipuler ou un certain... Elle a une force de résister aux hommes, puis c'est par sa nature indépendante qu'elle y est arrivée. Oui, tout à fait, Julie. T'as plusieurs points que tu as soulevés que je voulais justement te dire aussi. Donc, elle a une fortune de quand même 100 millions de dollars. C'est pas rien. C'est pas un jour. Ben, OK, OK, OK. mais là, mais j'ai C'est, dit, je veux pas revenir sur ton information, non, mais en non, énergie, c'est ouvert beaucoup plus. C'est ouvert à 300 000 en énergie, OK? Mais c'est pas grave, on s'ostine pas, là, on non, compare, non, c'est non, non, ça le non. but. Exactement. Euh, mais qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que on va parler tantôt de ses conjoints de passage, mais elle n'a jamais voulu se marier. Elle a eu une très bonne éducation avec sa mère, puis sa mère, c'était une femme au foyer, photographe amatrice, puis selon elle, sa mère, elle n'a pas pu se réaliser pleinement à cause qu'elle s'est mariée et qu'elle a élevé des enfants et tout. Donc pour elle, elle disait que sa mère, c'était peut-être la source pourquoi que elle ne s'est pas mariée parce qu'elle a privilégié sa carrière avant ses amours. En fait, c'est pas sa mère, tu as raison, la mère, élément déclencheur, mais en arrière-trame, c'est la soumission. Elle a rejeté que l'homme ou qu'elle se soumette. C'est la soumission. Elle savait que en cédant cette partie de pouvoir-là, elle perdrait tout le courage, puis elle succomberait à cette fermeture-là, à ce poids, à ce ralentissement-là d'épanouissement personnel. Oui, tout à fait. Sa carrière, elle a commencé avec Woody Allen, puis elle a joué le rôle là, qui l'a propulsé là, dans sa carrière. Elle a joué dans son film. Puis il y a eu une relation amoureuse avec lui, mais ensuite de ça, ils ont toujours resté beaucoup très, très, très complices. Ouais, c'était tortueux en passant, ce que j'en ai compris, mais c'était Woody Allen, puis en tout cas, ça a lâché quand c'était le temps de lâcher. A commencé sur le tard, hein, quand tu parlais de tout ça, c'est pas, tu sais, comme Drew Barrymore qui commence à 7 ans, elle, ça a commencé beaucoup, beaucoup plus tard, ses affaires, non? En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Ouais, ben, peut-être à la fin vingtaine, à peu près, je te dirais. Euh, Faudrait que je regarde un petit peu, là, mais Ouais, c'est pas grave. c'est à peu près vers la fin vingtaine que ça a débuté. Ouais. Puis ensuite de ça, elle a joué en 1978 avec Warren Beatty, son partenaire dans le film Reds. Puis ils se sont fréquentés un petit peu pendant le tournage, mais ça l'a arrêté. Puis encore là, il est resté tout à présent dans sa vie. C'est une forme de manipulation qu'elle a bloqué. Ça jouait dans son enfant intérieur, puis ça a monté jusqu'au niveau de l'inconscient, puis il y a du karma en arrière de tout ça, puis elle voulait comme protéger sa famille, mais pas sa famille de ses enfants, mais il y a comme quelque chose où ce qui a été comme trop loin, elle était obligée de prendre une distance. OK. Puis ensuite de ça, ben, elle a joué dans Le Parrain, tu sais, il a connu un gros succès. Puis elle a joué avec Al Pacino. Donc, ils se sont fréquentés quand même assez régulièrement. Euh, Puis, il n'y a jamais eu de demande en mariage entre les deux et tout. Mais je pense qu'il y avait eu des ultimatums. Puis après ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, ils se sont perdus de vue, mais tout en restant amis. Ça fonctionnera pas parce que le bleu, elle a eu son miroir. Le bleu indigo de Al Pacino, il était bien ancré dans ses convictions puis dans sa manière de faire. Fait qu'il aurait vraiment fallu qu'elle s'oublie pour rentrer dans ce genre de pattern-là. Fait qu'elle l'aimait bien, elle trouvait solide dans son ego, mais c'est pas compatible avec le vert dominant qu'elle porte. Fait que ça a dû créer des frictions. Puis dans le cas de Al Pacino, c'est qu'il était tellement concentré sur lui
qui il est qu'il n'a pas réussi de se mettre de cœur à cœur avec elle. Il n'a pas eu le courage d'aller chercher un véritable contact. Puis elle aurait été quand même prête de le faire, mais elle aurait été déçue d'y arriver à plus long terme parce que justement, Al Pacino est comme il est. Et ça aurait apporté une forme de résistance de sa part qui aurait pu avoir beaucoup de friction au niveau de l'ego. Bref, ça fait l'air quelque chose qui aurait pu être compatible, mais quand tu regardes au niveau de ses valeurs profondes, c'est un miroir. Les deux étaient pareillement ancrés sur leur fonction, autonomie de qui ils sont. Puis même si tu rapproches les deux énergies, c'est rien de fusionnel. OK, intéressant. Euh, Malgré le fait qu'elle était célibataire, elle a quand même adopté deux enfants. En 95, elle a adopté une fille, Dexter, puis en 2001, son fils, Duke. Puis, c'est comme à l'âge de, dans la cinquantaine qu'elle a décidé de devenir mère. Puis, elle était très contente de son choix. Puis, elle a dit que son rôle maternel l'a complètement changé. Puis, cette expérience l'a rendue plus humble. Moi, ce que j'ai vu, c'est comme si elle était asséchée. C'était comme un grand arbre avec la tête toute sèche d'un beau jaune. Puis là, tu vois, le fait de pouvoir avoir ces deux enfants-là, ça lui a permis de briller quelque chose. Puis elle a changé de vie. C'est vraiment quelque chose qui est représenté par l'arbre, qui reçoit de la lumière, qui reçoit de l'eau. Puis il y a plus de roses qui émanent du tronc. Fait que, puis c'est un choix qu'elle a fait, puis effectivement, elle s'est torturée, si je peux le dire, psychologiquement ou mentalement, parce que ça a créé beaucoup d'ambivalence. Parce que quand tu penses que ton seul besoin de rentrer en relation avec un homme, c'est pour la reproduction, puis finalement, quand tu regardes qu'est-ce qu'il faut que ça coûte, tu sais, de composer avec un homme, autant sur les divergences d'opinion éducationnelles, autant au niveau de la carrière, autant de ci, autant de ça. C'était une limite. Oui, tout à fait. Puis, elle est née Diane Hall, mais elle a changé son nom pour le nom de fille de sa mère, Keaton. Bonne idée. Parce que Ouais, Diane Hall, ça a l'air d'un nom d'une chanteuse de jazz. oui, tout à fait. Puis, elle a été élevée à la manière très méthodiste. J'en sais pas beaucoup plus, là, mais sa mère aussi, elle avait remporté le titre de Miss Los Angeles à un concours de beauté pour les femmes au foyer. Puis elle rêvait de devenir actrice. Donc, en 63, c'est là qu'elle a intégré un club pour le chant puis le théâtre. Puis après ça, elle a participé à de nombreuses productions scolaires, puis elle a joué dans des plus grands. Puis ensuite, elle a quitté pour Los Angeles pour une carrière de divertissement. Puis elle est allée à Manhattan. Puis c'est à Manhattan, elle a intégré un syndicat professionnel des comédiens. Puis c'est là qu'elle a choisi son nom avec sa mère parce qu'il y avait une autre personne là, qui avait le nom de famille comme elle. En tout cas, à cet âge-là, elle se doutait pas à un moment donné qu'elle allait faire une scène où elle est nue devant Jack Nicholson. Non, hein? Ah non. Euh, Elle a joué aussi comme chanteuse dans une boîte de nuit aussi pour arrondir les fins de mois aussi. Puis après ça, elle est allée à l'école d'art dramatique toujours à New York. Puis c'est vraiment comme dans les années 70 que là, encore au théâtre, mais après ça, elle s'est enlignée un petit peu plus vers une carrière au cinéma, euh, surtout avec La femme du parrain qui a sorti en 72. Ah oui, hein? C'est quoi ton Ouais. meilleur d'elle? Ben, moi, j'ai pas vu le film que toi, tu as vu avec Bette Midler Ah, le et Club des ex? non, parce que il est pas sur des Oh là plateformes en là. ce moment. Fait que j'attends qu'il passe à la prochaine fois qu'il va passer à la télévision. Ben, la dernière fois, c'était en novembre passé, puis c'était sur Ouais. Nouveau. Ah, puis je l'ai manqué.
l'ai enregistré. Bon, ben écoute, moi, je le pogne quand je le vois, je le pogne, puis je te ferai signe si je le Oui, retrouve à un s'il te moment plaît, parce donné. que j'aimerais vraiment le voir. Euh, En 2019-2020, elle a joué aux côtés de Jane Fonda, puis le club de Book Club, le club des livres. Ah oui, je Ouais, me fait rappelle, que je l'ai vu. ouais, il y avait eu deux films. Je sais pas si tu as vu les deux, là. Il y avait eu une suite au premier. Fait que j'ai écouté les deux. Donc, je me souviens pas d'avoir vu dans ses débuts de Diane Keaton. Mais elle aussi, cette semaine, j'ai écouté un film justement pour me mettre dans l'ambiance de notre émission. Puis, c'est un film qui a été fait en 2023 et fait étrange, Susan Sarandon, elle était dans ce film-là aussi. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, j'aimerais ça la faire Susan Sarandon, puis on va la faire parce que là, elle était impliquée dans mes deux films cette semaine que j'ai écoutés. Ah, mais ça, je pense que c'est le film avec Robert De Niro. Ça se peut-tu? C'est un ancien Ouais, couple. ouais, Puis là, là, maintenant, ils sont c'est ça. séparés. Lui, il a une Ex nouvelle femme. Ah, ça, c'est un bon ben, film de mariage, de ben, famille. tu l'as pas vu, C'est hein, le bon. film? Oui, je l'ai vu. Oui, oui. OK. Mais c'est parce que dans le fond, c'est que Robert De Niro, pas de Robert De Niro, oui, c'est ça. Robert Mhm. De Niro, il était avec Diane Keaton. Puis Susan Sarandon est avec l'autre acteur. Puis là, c'est le titre du film, c'est Maybe I Do en français, puis en anglais, puis en français, c'est Oui, je le veux. Puis ça sorti en 2023 ou 2024. 2023, je pense. Ah, oui, t'as plusieurs mondes, comme Catherine Heigl qui joue dedans, Topher Grace. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est que le jeune couple, la fille de Diane dans ce film-là et de Robert Richard Gere veut se marier, puis là, elle ne sait pas si son conjoint, c'est le bon, puis s'il veut vraiment se marier et tout ça. Donc, il planifie une rencontre avec les parents. Puis là, pendant la rencontre, il se rend compte que, oups, les parents, Susan Sarandon, elle connaît le monsieur et que Diane Keaton, elle connaît l'autre monsieur. Le hasard dans New York. Fait que c'est très bon. C'est une belle petite comédie. Moi, je suis d'accord avec ton choix, mais j'ajouterais peut-être celui-là, Something Gotta Give. C'est Diane Keaton qui est une auteure connue de renom, et puis sa fille, à un moment donné, arrive avec son nouveau copain, mais son nouveau copain il a genre 60 ans de plus. C'est Jack Nicholson qui est aux petites minettes. Puis finalement, il fait un infarctus, hein, fait qu'elle est obligée de le garder chez elle dans sa chambre d'amis. Et puis pendant ce temps-là, elle développe une relation avec le beau Keanu Reeves, qui est un médecin qui prend soin de Jack Nicholson. Puis en tout cas, je trouve que Ah! c'est une belle comédie romantique pour les vieux, là. Ouais, ben je l'ai pas vu. Puis, ça a Ah, sorti très en bon. 2003, donc j'ai pas vu ce film-là. Fait qu'un autre à mettre sur ma liste. Benoît, il y a une bonne liste, mais je commence à en avoir une. Moi aussi, là. Ouais, Oui, tout à je peux fait. comprendre. Oui. Un autre fait intéressant, ben, quand j'écoutais des films, par contre, là, j'ai regardé des previews de ben des films parce que, tu sais, je voulais voir un petit peu c'était quoi, dans quoi qu'elle jouait. Puis, il y a eu un preview, je me rappelle pas le titre du film, il va falloir que je le trouve. Mais j'ai bien aimé la bande annonce. Ça date de vraiment longtemps parce que elle est avec, euh, euh, voyons, le spécial Saint-Valentin qu'on a fait plus tôt là, avec Kate, Leonardo DiCaprio. Elle est dans une scène avec Leonardo DiCaprio et ils sont sur le bord de la plage, puis c'est lui qui conduit, il est vraiment jeune, tu peux voir que Diane est très jeune aussi. Puis le petit, il défonce la barrière, puis il décide d'aller de se promener sur le bord de l'eau avec la voiture, puis là, les jets d'eau dans la voiture, puis tu vois s'éclater, là, et ça a l'air vraiment agréable, là. Ouais. Donc, je n'ai pas le titre du film, mais j'ai vu cette scène-là, puis qui était très intéressante. Ouais.
Moi, je peux te dire, c'est qu'elle apprécie quand même les hommes. Je peux faire le lien avec Channing Tatum. Channing Tatum, c'est le genre d'acteur qu'elle dévorerait bien. C'est un petit biscuit. Elle aime ce type-là, danseur, playboy, frivole un peu. C'est ça, je te dis, elle a vraiment la facilité d'y aller à la carte puis de se consommer ce qu'elle a le choix. Puis vu que c'est Diane Keaton, ben elle arrive à tout ce qu'elle veut. C'est vraiment génial. Oui, tout à fait. Puis, un autre fait intéressant, Diane Keaton est beaucoup, est beaucoup citée pour la mode. Son style vestimentaire est très, très, très influent. Puis, son style vestimentaire, il est souvent, elle porte des cols roulés. Elle a souvent son chapeau. On va le voir dans la troisième trame sonore que tu as choisie. Là, on le voit. Elle a souvent son chapeau sur la tête. Puis, elle explique que ça lui fait peur. Le cancer de la peau lui fait très peur. Puis, elle désire vraiment se protéger du soleil. Donc, c'est de là qu'elle porte souvent un col montant. Puis, on la voit souvent avec des pantalons amples ou des vestons, on dirait des fois des vestons d'hommes, là, mais vraiment plus grands que pour elle, là, tu sais. Je sais pas si tu as un peu l'image, là. Ben, pour le col roulé, oui, parce que je l'ai vu plein de fois en col roulé, puis effectivement, ça lui va bien, le col roulé, puis elle est vraiment l'ambassadrice du col roulé au niveau de la mode. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, je savais pas que c'était une icône de la mode. Je suis contente de l'apprendre. Comment être icône de la mode à presque 80 ans, c'est stimulant. Oui. Puis, euh, c'est difficile d'avoir des informations sur elle parce qu'elle est très, très, très discrète. Sa vie privée, on n'en sait pas trop sur ses enfants. Elle est vraiment discrète, puis même sur le côté de ses amis. Elle est amie avec Steve Martin. Ouais, ils ont Puis, joué oui, ensemble. c'est ça, exactement. Puis, ça m'amène justement à vous présenter la deuxième trame sonore. C'est The Way You Look Tonight. Puis, c'était un hommage justement à Steve Martin, qui est un grand ami. Bon, si on regarde dans son livre de vie, elle a 28 372 dons, OK? Puis des dons qui sont aussi simples comme de faire de la broderie, de la dentelle. Elle a vraiment beaucoup de possibilités dans son incarnation. Quand je te parlais de son don de la broderie, aujourd'hui, je te dirais que elle a un petit peu d'arthrite, tu vois, qu'il y a de la raideur au niveau des doigts, des articulations. Tu parlais de cancer de la peau tantôt. Moi, je te dirais que l'ostéoporose, c'est quelque chose qu'elle a essayé de contrôler. En tout cas, il y a un petit peu d'arthrose et tout. Fait qu'elle voit les signes du vieillissement. Dans l'ensemble, elle a une très bonne santé globale. Elle est vraiment beaucoup à l'écoute. Je vois qu'elle prend sa pression. Je vois aussi qu'elle fait attention à sa glycémie ou des trucs comme ça. Fait qu'elle a une discipline qu'elle traîne depuis au moins 40 années, là, facilement. Puis, c'est une discipline qui se fait avec de l'énergie orangée. Donc, tant mieux si elle a réussi à trouver un équilibre dans ses choix, parce qu'à un moment donné, à force de tout vouloir mettre sur sa carrière, ça va au détriment de la femme qu'elle est. Mais à cause de l'abondance puis du choix qu'elle fait, elle s'enveloppe quand même tout le temps de choix judicieux qui donnent un baume sur les sacrifices qu'elle fait et qui la réconfortent dans ses choix. Je te dirais qu'au niveau cardiaque, il y a une légère, comment je peux t'appeler ça, là, de l'arythmie, un petit peu de l'arythmie, mais elle se surveille. Et puis, c'est au niveau des os, elle, je te dirais que ça joue plus que de la peau. Mais tu vois OK. qu'elle a une petite constitution qui est un petit peu plus frêle. Mais en même temps, elle a réussi des exploits parce que malgré tout, c'est une femme qui a bien passé au niveau du vieillissement. Je ne vois pas qu'il y a eu des chirurgies énergétiques, chirurgicales chez elle. Peut-être qu'il y a eu des chirurgies, mais quand je scanne vite vite, je vois rien qui l'a transformée là.
comme d'autres personnes ont pu prendre le risque là, de se changer. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a eu des choix intelligents et judicieux. C'est ce qui la démarque. Je réitère là-dessus, mais elle a un fond de peine, pareillement. Elle aurait vraiment voulu avoir un homme ou avec qui elle se sent bien. Tu sais, pas juste de prendre à la carte, mais qui aurait vraiment respecté qui elle est dans son ensemble, puis dans ce qui elle est. Puis je te dirais qu'elle n'a pas renoncé à ça non plus, parce que quand tu regardes dans son livre de vie, il y a un 20% des chances qu'elle y arrive. Maintenant, ça prendrait un super homme qui reconnaisse 100% ses qualités, puis qui la laisse faire et qui la laisse être sans vouloir interférer d'une manière ou d'une autre. Alors, je lui souhaite, ce serait un beau cadeau réconfortant de finir sa vie pas tout seul. C'est là-dessus que ça se joue aussi. Elle a quelque chose qui a probablement aidé à faire le choix de ses enfants, mais quand je te dis tout seul, je voyais pas ses enfants dans le portrait. Tu sais, elle trouve ça, elle sait que ça va finir comme ça, mais maintenant, si elle peut être accompagnée, je crois que son choix est vraiment de partir seule. Fait que ça vaut-tu la peine de... Bon, ça avait de certaines distorsions qui peuvent apparaître un peu dans ces énergies, qui fait en sorte que ces choix, ils ont besoin de plus d'élasticité, tu sais. Mais avec un conjoint qui comprend, puis elle, tu vois, ce qui vient de me passer, c'est un beau rayon bleu royal. Fait qu'elle aurait besoin d'un homme bleu royal. Je crois qu'elle serait capable d'arriver à quelque chose avec. C'est comme Al Pacino, c'était trop bleu indigo, c'était trop bleu foncé, ça manquait. Mais un bleu un petit peu plus doux, puis qui est disposé, disponible et prêt à l'accueillir telle qu'elle est dans sa splendeur, je crois qu'elle foncerait. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Euh, En plus de s'intéresser à la photographie, elle s'intéresse beaucoup à l'architecture et aux arts décoratifs. Ouais, ben, comme je le disais, C'est ça. elle a 28 000 dons, fait que ce que ça finisse là, Exactement. c'est pas surprenant. Non, Puis sa exactement. Puis, photographie est importante, je vais te dire, ben franchement, là, elle a un œil, là, sa collection de photos, elle doit être super géniale, parce qu'il y a quelque chose de simple et de rafraîchissant qui correspond à ses idées aussi. Donc, je suis certaine qu'elle doit être une magnifique artiste de la photographie, ça, c'est sûr. oui, tout à fait. Puis, en marge de ses projets, on l'a dit au début, elle possède de très belles qualités de chanteuse et d'écrivaine. Puis elle dit, j'ai toujours voulu me lancer dans la chanson, mais pourtant, elle n'a jamais enregistré d'album. C'est correct aussi. Ouais. Euh, pour l'écriture, elle est un peu plus confiante. Puis, en 2011, elle a publié ses mémoires qui s'intitulent Une fois encore. Puis, elle parle de elle et de sa mère, là. Puis, en 2020, elle poursuit son projet Memorial en écrivant Brother and Sister, un livre sur son frère Randy atteint de démence. Intéressant. Oui, tout à fait. Mais elle l'a pas écrit avec le vert, hein. Le premier livre a eu beaucoup de jaune qui est venu l'aider pour son livre. Puis son deuxième livre, son frère Andy, c'est une énergie orangée, mais un orange bizarre. Fait que quand tu as dit son frère qui a de la démence, j'ai compris la teinte orangée qui est plus proche de certaines énergies, un petit peu de l'ombre, là. OK. Ouais. Intéressant. Mhm. Ouais. Puis, tu vois, en 2011, on dit qu'elle fait attention à sa peau et tout ça pour le cancer de la peau. Elle s'est fait retirer justement un petit morceau de peau sur le visage parce qu'il y avait diagnostiqué un cancer en 2011. Ah, super. Une Ouais, petite chirurgie qui paraît pas trop, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Euh, pour ses causes, elle est beaucoup associée à tout ce qui touche le droit des enfants. En tout cas, c'est l'intérêt dans lequel elle veut que sa fortune aille, en tout cas. Ouais, hein. Puis Ouais. sa compassion. Tu sais, elle a beaucoup, j'essaie de voir là, toutes les causes. Là, il y en a eu beaucoup, là. Donc, tout au long de sa carrière, elle a été impliquée dans diverses causes sociales, dont la lutte contre le cancer du sein, l'environnement et protection de la nature, l'éducation,
l'égalité des sexes et droits des femmes, l'aide aux sans-abri. Super intéressant. C'est tout près d'elle. Le cancer du sein est très, très proche d'elle. Elle a même travaillé dans ses propres mémoires à elle. OK. Ah, c'est Oui, intéressant. Donc, elle utilise, tu sais, comme sa célébrité pour vraiment attirer l'attention sur ces questions importantes-là, là. Ouais. elle fait bien les choses. Oui, exactement. Puis, je veux juste souligner que là, on a parlé plus de son rôle en tant que comédienne, euh, mais elle est aussi productrice. Je vais vous dire, elle a quand même, ben, tu l'as dit dans ses dons, hein, fait que elle est actrice, réalisatrice, productrice, ouais. Elle touche à tout. Ouais, exactement. Tu vois, quand tu me parlais de productrice, c'est toute une énergie rouge. Fait que d'après moi, elle s'occupe d'aller chercher ce qu'elle a besoin pour la base du projet. Elle travaille plus dans une énergie rouge en bas. Fait que Mm. c'est intéressant de voir à quel point aussi qu'elle a de la facilité à travailler avec d'autres spectres de couleurs. Oui, tout à fait. Donc, la dernière trame sonore de Diane Keaton, en fait, c'est une danse. On la voit danser dans son jardin sur la chanson Flowers de Miley Cyrus. Puis, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Puis ça, elle s'en attendait pas. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a rien de danse de elle sur Oui. YouTube. Et j'ai trouvé ça surprenant qu'il n'y ait rien du tout. Puis là, j'ai dit, bon, ben, il y avait juste ça. Puis ça dure 40 secondes. Je sens, mais là, je vais-tu priver Là, j'ai eu un choix. Ça a été très difficile à faire. Mais je l'ai gardé. Puis c'est drôle parce que tu regardes son chant, là, il est vraiment comme à avoir besoin de Diane Keaton. Non, de Bette Midler, je m'excuse, je me suis fait un Ouais, petit hein? lapsus ici, là. Tu vois que ça manque d'eau. C'est asséché un peu. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois qu'elle va être quand même assez présente dans les prochaines années ou? Je te dirais qu'à un moment donné, ça va faire partie de son choix. Il y a un repli sur elle-même, puis elle arrête. C'est un genre d'abandon, mais quand elle va arriver à ce niveau-là, ce sera pas juste un abandon au niveau de sa carrière, ça va être un abandon au niveau de sa vie. Fait que si tu regardes au niveau de ses thématiques, là, il reste un petit peu d'humiliation à travailler, puis tu vois, il est déjà quand même assez rose. Fait qu'elle a déjà cheminé là-dessus. Mais non, c'est une âme qui va se replier sur elle-même puis tout arrêter. C'est extrême. Ça joue, ça passe ou ça casse, ça roule ou ça arrête de rouler. Puis dans son cas, à un moment donné, il y a un repli sur elle puis tout ferme. Fait que je suis pas capable de le voir dans le temps. Je l'étire jusqu'à 15 ans, puis le noyau, il est à peu près en haut. Fait que c'est probablement dans sa prochaine décennie que ça va jouer, mais encore là, une espèce de vortex bleu, noir, où elle se replie sur elle-même. Je suis pas capable de le mettre dans le temps. Je m'excuse. Non, je comprends pas ce que je vois par rapport à la réponse à la question que tu me demandes. C'est parfait. Donc, moi, ça complète les informations que j'avais sur Diane Keaton. Ben moi, je veux la remercier parce que quand même, elle représente une victoire de la femme qui est réussie par elle-même, au même titre que Cher. Celles qui n'ont pas besoin des hommes pour pouvoir créer, avancer et se réaliser pleinement. Fait que Cher est plus bleu cobalt, c'est pas dans la même taille d'âme, mais au moins elle exprime le courage. Puis non seulement ça, mais ce que je vois, c'est que Diane Keaton, elle a un guide qui ressemble royalement au roi Arthur. Fait que je trouve ça particulier qu'elle soit accompagnée par une telle énergie. Fait que il y a quelque chose qui c'est mythique. Il y a quelque chose qui, dans son cœur, dans son âme, est aussi accroché à certaines époques antérieures
plutôt éloigné, mais tu vois que son âme ramasse le courage dans chacune de ses incarnations, puis ça l'a rapporté aussi quand même à se rapprocher de Dieu. Tu le vois que sa foi est bonne. Elle pourrait être mieux, elle pourrait être encore plus puissante, mais elle est quand même ordonnée. Tu vois que c'est une madame qui est organisée. Quand je te disais que son verre l'amène à tout patenter ça intelligemment, là, tu le vois aussi que c'est organisé. C'est une personne qui carbure au stress d'avoir un projet puis de l'aligner avec un autre, puis elle s'ennuie pas, elle travaille tout le temps, elle est heureuse comme ça, puis elle se donne à soi. Fait que c'est un beau petit modèle de femme que j'aime bien. Combien qu'elle mesure? 5 et 6,5. Ah, elle est plus grande, hein? Ouais. Oui, oui, oui. Puis, je suis pas surprise que tu aies invoqué Cher, hein, parce que durant toute l'émission, là, j'avais un petit peu, on dirait, l'énergie de Cher avec nous. Puis, elle est une très, très grande amie de Bette Midler aussi. Cher? Oui, Ah, ben, c'est ça. C'est un lot de femmes brillantes de cette génération-là. Hein. Je sais pas, elle est à oui. combien de Cher, mais dans même, peut-être Oui, oui, 79. elle est dans le même âge là, qu'on Fait qu'il y a avait comme fait, un ouais. cercle de femmes qui se tiennent les coudes, qui ont passé par, tu sais, Ouais, ils ont toutes fait évoluer. Ah non, moi, je trouve que si t'es mis ensemble, c'est grandiose. oui, tout à fait. Donc, on a fait un très bon choix pour la Journée des femmes. Donc, je tiens à souligner bonne fête des femmes à tous nos auditeurs, nos auditrices. Oui, on va en profiter un petit peu. L'année passée, on a fait spécial Fête de la femme avec Céline Dion. Donc, Et l'autre oui, année avant, la Fête de la femme, on avait mis qui? On avait mis ceux qui étaient proches de la Terre, hein? Je me rappelle plus. je m'en rappelle plus, moi non plus, Julie, ça fait. Ouais. Ouais. On est quand même à 96 émissions, donc on s'approche de la centième. Ben, en tout cas, il existe deux émissions de la femme, de la Fête de la femme, plus celle-ci. Alors, on est rendu à trois. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, en conclusion, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec ta revue Tirage mensuel, revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, notre chaîne YouTube pour les émissions Évoluons avec l'âme des célébrités. Ensuite, il y a les livres Guérir avec les stars et les Les rayons sacrés, j'ai tout le temps de la misère avec le titre de ton Ben livre, non, là. mais avec moi, c'est simple. Soit vous venez en consultation, on fait une mise à jour de vos énergies, de votre livre d'âme et on recadre. Mais vous pouvez aussi développer votre libération, votre auto-guérison, votre médiumnité avec le billet de la série Atelier, évoluant avec les 17 rayons sacrés. Alors, c'est 17 mois où on suit d'un rayon à l'autre, où là, ça nettoie pleinement, où on a la capacité de s'habiter pleinement. N'hésitez pas à me consulter, n'hésitez pas non plus comme je vous dis, à participer. Si l'âme vous pousse à venir, c'est parce qu'elle a une raison, elle a quelque chose que vous voulez, qu'elle veut vous faire comprendre pour que vous puissiez ouvrir davantage votre cœur, votre conscience et surtout d'effectuer un retour à soi. Alors, je suis la candidate idéale pour vous accompagner là-dedans. C'est un plaisir même de participer, à vous accompagner. N'hésitez pas, soyez bénis. Merci d'être là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine avec deux autres personnes. Maintenant, je vais leur dire, l'émission de la semaine prochaine, c'est Stevie Wonder et Bob Marley. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Bob Marley. Laquelle énergie ça va être? Oui, tout à fait. Ouais, Donc, merci à toi, Julie, et merci à nos auditeurs. c'est béni, namasté.